Cela vous a été dit juste avant. En fait, je travaille dans un centre qui s'appelle Neurospin, qui est dédié en fait au cerveau et à l'étude du cerveau via l'utilisation de l'IRM. Et je m'occupe plus personnellement moi d'un laboratoire en fait qui organise et qui conçoit en fait les protocoles d'imagerie qui sont réalisés sur ces IRM. Et donc, je pense que c'est bon là pour le volume, tout c'est OK. Donc, voici en fait le plan de la présentation. Je vais essayer de. Je vous introduirai en fait ce qu'est Neurospin, comment on se situe dans le CEA, parce que finalement on fait un peu de médical, mais quid du médical au CEA. Ensuite, je vous expliquerai pourquoi on utilise l'IRM et une IRM assez haute technologie, en fait, à très haut champ, pour pouvoir en fait augmenter la résolution des images, voire de plus en plus fin. Et puis je vous expliquerai comment on utilise ces IRM après pour cartographier le cerveau humain, tant du point de vue anatomique que du point de vue fonctionnel, avec bien sûr le Graal qui pour nous est à atteindre et qui n'est pas atteint, je le signale tout de suite, c'est atteindre l'échelle cellulaire grâce à l'imagerie moléculaire. Donc, comme je vous le disais, je travaille à Neurospin, et en fait, Neurospin, c'est un des services d'un institut, qui est l'Institut d'imagerie biomédicale, qui fait partie de la direction des sciences du vivant. La direction des sciences du vivant, je ne sais pas si vous connaissez tous, en fait, ce qu'est la direction des sciences du vivant, mais en fait, elle a été créée au moment de l'imagerie, au moment de la création de la tomographie par émission de positons. Effectivement, en fait, on avait besoin d'agents de contraste radioactifs, d'où l'ancrage en fait de cette direction des sciences du vivant dans le au sein du CEA, qui était apte à fabriquer les agents de contraste radioactifs. Et puis l'IRM, en fait, quand on fait de l'IRM, on parle souvent d'IRM, mais le vrai nom, c'est la résonance magnétique nucléaire. Simplement, on a supprimé le mot nucléaire parce que ça faisait peur. Alors qu'en fait, simplement, les atomes d'hydrogène ont tous un noyau et on utilise le moment magnétique de ce noyau pour faire de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire. Donc on a gardé qu'IRM, mais en réalité, c'est la résonance magnétique nucléaire. Donc ça, vous avez en fait une vue des trois services. Donc l'Institut d'imagerie biomédicale, son site pilote, c'était le service hospitalier Frédéric Joliot, qui à l'origine était uniquement dédié à la médecine nucléaire. Et puis ce site, en fait, s'était diversifié également dans l'IRM et a essaimé en 2007 pour donner naissance en fait à ce service Neurospin, qui a en fait le bâtiment à cette tête-là. Et simplement derrière chaque arche, en fait, vous avez un imageur. Et il y a de l'autre côté en fait du bâtiment, en fait, tous les bureaux des chercheurs, des thésards, des postdoctorants et des stagiaires. Et puis le SHFJ a également essaimé vers un autre service qui s'appelle Mircen. Mircen, en fait, lui, sa spécificité, c'est de s'intéresser à des modèles animaux, des maladies neurogénératives. C'est-à-dire que pour comprendre quels sont les mécanismes biologiques, physiopathologiques en jeu dans la maladie d'Huntington, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, on a besoin du modèle animal, parce qu'on ne peut pas, en fait, tester tout chez l'homme. En particulier les médicaments, on est toujours obligé de passer par des phases de validation préclinique. Alors on ne parle pas d'expérimentation animale, on parle d'imagerie préclinique. Ça c'est le côté en fait politiquement correct, mais il est clair que derrière en fait on est obligé d'utiliser l'animal pour développer ces modèles. On n'aimerait ne pas le faire de plus en plus, dès qu'on peut se passer de l'imagerie préclinique en utilisant de l'imagerie in silico, c'est-à-dire des simulations par ordinateur, on le fait, mais ce n'est pas toujours possible. Et en tout état de cause, quand on veut mettre sur le marché un nouveau médicament, il faut l'avoir validé chez l'animal avant, c'est-à-dire pour regarder les effets secondaires. Un médicament, on ne peut pas prévoir tous ses effets secondaires du point de vue théorique, donc on est obligé de les tester chez les animaux. Juste en fait pour modérer les propos sur ce côté expérimentation animale, ce qu'il faut bien savoir, c'est que elle est réellement encadrée, et maintenant développer un protocole d'imagerie préclinique, c'est plus compliqué qu'un protocole chez un patient ou chez un volontaire sain. La réglementation européenne a été retraduite au niveau français récemment, et c'est devenu vraiment, il faut vraiment justifier du nombre d'animaux qu'on va utiliser, pourquoi, et voilà. Donc c'est vraiment encadré. On s'amuse pas en fait avec les animaux. Les animaux sont quand même des êtres vivants auxquels on fait attention.
Alors, maintenant Neurospin. Alors ça, j'ai utilisé ce transparent qui vient de mon chef, en fait, qui va vous donner, en fait, qui va vous faire rêver. C'est grosso modo, c'est l'astronomie, l'astrophysique. Pour voir l'univers, avait besoin du télescope Hubble. Pour comprendre la physique des particules, il y a eu en fait, et puis voir le boson de Higgs, on a eu besoin du CERN. Et l'idée, c'est que pour comprendre le cerveau et le voir fonctionner à une échelle très très petite, on ne peut pas utiliser les imageurs classiques qu'on trouve dans les hôpitaux. Et donc, Neurospin a été créé avec un projet associé pour la création d'un imageur unique, dont je parlerai un peu plus tard, qui est un imageur qui est à peu près 10 fois plus puissant que ce qu'on trouve dans un hôpital. Et grâce à cet imageur, on espère pouvoir descendre à une échelle qu'on appelle échelle mésoscopique. J'expliquerai juste après ce que c'est. Et l'objectif, ça va être de comprendre le cerveau sain, dans un premier temps. Et pour comprendre ce cerveau sain, c'est utile après pour comprendre comment est-ce qu'il dévie et quelle est l'origine des pathologies. Donc pour bien cartographier, pour bien comprendre en fait les origines d'une maladie, on a besoin de comprendre comment le cerveau normal est câblé, comment il fonctionne régulièrement. Donc le centre Neurospin, il est dirigé par le docteur Denis Le Bihan, donc, qui est un radiologue et physicien, qui est membre de l'Académie. Voilà. Il y a à peu près 170 personnes à Neurospin, dont à peu près une quarantaine de personnes statutaires. On a également, alors ensuite, toute une collection de doctorants, de post-doctorants, de stagiaires de master. Et puis, on héberge des équipes, on accueille des équipes de recherche, qu'elles soient industrielles ou académiques. Il y a 4 laboratoires. Il y a un laboratoire de recherche clinique et translationnelle, qui est dirigé par le docteur Lucie Hertzpanier, donc qui s'occupe de l'accueil des patients et des volontaires sains, de vérifier qu'un patient ou un volontaire sain respecte bien les conditions pour entrer dans une IRM. Et puis, le docteur Hertzpanier est en charge du développement de tous les protocoles de recherche clinique que l'on mène à Neurospin. Il faut savoir que dès lors qu'on veut, par exemple, faire un essai chez un volontaire sain, simplement une imagerie, l'IRM, c'est une imagerie non invasive, on est obligé de soumettre à un comité d'éthique un protocole parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, y compris avec les sujets sains. Et ça, c'est une tâche administrative qui est relativement lourde. Il ne faut pas cacher que l'effet Mediator a considérablement durci en fait, la réglementation parce que maintenant tout est étudié à la loupe. Et c'est une bonne chose. Hein. Et donc voilà, ce laboratoire est en charge de piloter la recherche clinique. Donc moi je m'occupe du laboratoire où on trouve essentiellement des physiciens, enfin exclusivement des physiciens d'ailleurs. Donc on est là pour faire de la physique et développer les outils et la méthodologie. Puis il y a un gros laboratoire également de traitement d'images et d'analyse statistique, parce qu'on acquiert des données, on acquiert des images, ensuite il faut les traiter, il faut les analyser, et ça relève de compétences en traitement d'images. Et enfin, il y a un dernier laboratoire, qui est le laboratoire de neurosciences cognitives, qui est piloté par Stanislas Dehaene. Donc il est assez médiatisé, donc Stanislas Dehaene, en fait, c'est le professeur qui a la chaire de psychologie du Collège de France. Il est également membre de l'Académie française américaine pontificale. Voilà, c'est quelqu'un qui est quelqu'un de assez influent, je pense, en France, en ce qui concerne les neurosciences. Neurospin est ensuite organisé en programme de recherche. Donc, il y a un programme de recherche technologique que je pilote qui est MRI Unlimited. Donc là, grosso modo, c'est faire la meilleure IRM, développer des IRM et des séquences. Ensuite, il y a un deuxième programme qui est l'étude du développement cérébral. Donc c'est Brain Development and Plasticity. En effet, le docteur Hertzpanier et l'épouse du docteur Dehaene, qui travaille aussi à Neurospin, sont neuropédiatres. Et un des gros programmes, c'est d'essayer de comprendre comment notre cerveau se développe depuis la phase in utero jusqu'à l'adolescence. Donc c'est relativement compliqué parce qu'il est interdit de passer dans un imageur IRM des femmes enceintes, à l'exception d'un diagnostic qui est indiqué, qui généralement n'est pas en lien avec le cerveau, mais en fait on ne peut pas passer une femme enceinte dans un imageur du tout.
même si le bébé est sain. Donc en fait, vous voyez, on n'accède jamais au modèle du fœtus ou du bébé sain. On a toujours une raison clinique derrière qui peut être cardiaque, qui n'est pas forcément en fait le cerveau, mais on a très très peu de données sur le bébé. Et un bébé, ça a en fait un gros inconvénient, c'est que ça n'écoute pas les ordres qu'on lui donne, reste calme, bouge pas. Ça n'écoute pas du tout ça. Et donc en fait, c'est des périodes de court sommeil de quelques dizaines de secondes qui permettent d'avoir quelques données. Donc c'est très compliqué, mais je vous ferai voir qu'on arrive quand même à avoir des jolies images. Ensuite, il y a un programme qui essaye de regarder le lien entre la génétique et la neuroimagerie. Donc, ce qu'on va essayer de regarder, c'est est-ce que des caractéristiques phénotypiques, c'est-à-dire une spécificité d'une forme dans le cerveau, dans une pathologie, est-ce qu'elle peut être corrélée à en fait, un désordre génétique? C'est-à-dire est-ce qu'on arrive à recoupler en fait les déficiences génétiques avec des atrophies de la forme du cerveau. Ensuite, il y a un autre programme que je copilote qui est Multiscale Brain Architecture. Donc ça, je vous ferai voir plus des images, où grosso modo, l'objectif, c'est d'essayer de décrire le cerveau sous une forme multi-échelle, c'est-à-dire qu'on va regarder le cerveau comme une espèce de grosse coque de noix, puis après on va aller rentrer de plus en plus petit, et un de nos objectifs, c'est d'aller à l'échelle cellulaire. On a également un programme de recherche translationnelle. Alors, recherche translationnelle, ça cache imagerie préclinique pour prévoir en fait les futurs diagnostics qu'on appliquera après chez l'homme. Donc, imagerie préclinique, expérimentation animale, pour ensuite prévoir le diagnostic chez l'homme. Et puis, il y a Higher Order Cognitive Functions. Donc ça, c'est piloté par Stanislas Dehaene. C'est comprendre comment fonctionnent les principales fonctions cérébrales. Alors, il y a un certain nombre de fonctions qui sont bien connues, comme l'audition, la vision, l'odorat. Mais après, il y a des fonctions cognitives plus évoluées qu'on a besoin de comprendre, comme comment apprend-on à calculer, comment apprend-on à lire, comment est-ce qu'on apprend la langue maternelle, pourquoi, en fait, il est plus facile d'apprendre une seconde langue quand on est plus petit que quand on est plus âgé. Et tout cela, en fait, on est capable de le faire parce qu'un enfant de 6 ans, on peut le passer dans une IRM avant qu'il ait appris à lire. Et puis, on va regarder comment les réseaux fonctionnels de son cerveau évoluent au cours du temps. Voilà, donc ça, c'est le plateau technique qu'on gère. Donc, vous avez des imageurs précliniques pour l'animal. Donc, vous avez un imageur standard, cette Tesla. Alors, pour vous situer, dans la plupart des hôpitaux, vous trouvez des imageurs à 1,5 Tesla, c'est la majorité, ou 3 Tesla pour les hôpitaux les plus à jour. Il y a en France un petit peu plus de 640 IRM, ce qui est très peu comparé à l'Allemagne, qui a à peu près 2400 IRM. On est vraiment sous-doté en outils d'imagerie médicale. Donc là, vous avez ici un imageur avancé à 11,7 Tesla, et puis ici, vous avez le seul imageur 17T horizontal au monde. Et donc 17 Tesla, c'est 10 fois la puissance en fait, que vous rencontrez classiquement dans un hôpital. On a actuellement un imageur clinique 3 Tesla. Donc le 3 Tesla, on considère ça comme notre référence qu'on trouve dans l'hôpital. On a, alors au début du mois de septembre, on avait le seul imageur 7 Tesla en France. Maintenant, il y en a un deuxième qui est situé à la Timone, à l'université Aix-Marseille. Et donc cet imageur 7 Tesla, on verra en fait ce que ça nous permet comment ça permet d'améliorer l'imagerie. Et puis on attend un troisième imageur qui est en construction à la fois par les physiciens du CEA et puis par la société Siemens, et je vous expliquerai ça un tout petit peu plus loin. Donc voici un état des lieux à l'échelle mondiale des imageurs à très haut champ. Comme je vous le disais, Neurospin mis sur les très hauts champs. Et des imageurs à très haut champ, il n'y en a pas pléthore en fait au monde. Vous avez à peu près 50 systèmes 7 Tesla au monde, ce qui est très peu, hein, vous ramenez aux 6 milliards d'habitants. Vous avez un imageur préclinique 17.6 Tesla, mais qui était vertical. Donc toute la difficulté en fait sur un IRM, c'est de faire que l'aimant soit horizontal, parce qu'on comprend bien que les forces mécaniques en jeu, quand on est vertical, elles sont beaucoup plus faciles à compenser que quand on est horizontal. Et puis dans les imageurs, donc on a notre imageur 17T, et puis dans les projets, on est actuellement autour de champs. Pour les champs les plus élevés, on est à 10.5 Tesla. Donc il y a eu en fait cette année un imageur 10.5 Tesla qui a été installé à l'université de Minnesota, au CMRR.
Cet imageur, en fait, a été monté en champ, il a quenché, c'est-à-dire qu'il a explosé. Donc, c'est difficile, tout ça pour vous dire que c'est difficile techniquement d'arriver à ces champs-là, technologiquement. On a ensuite un autre imageur 11.7 Tesla qui avait été installé en 2012, qui a également quenché. Donc, personne n'est encore arrivé à monter à 10 Tesla ou 11 Tesla chez l'homme. Et nous, on a un imageur qui est conçu par les physiciens de la direction des sciences de la matière qui travaillent en fait pour le CERN. Et on attend la livraison de notre aimant en 2015. Donc autant dire que, sachant que les deux gros concurrents internationaux n'ont pas pour le moment pas réussi, c'est un peu un challenge pour nous. Et je pense qu'en fait, on va être sous les yeux de l'administrateur général si jamais ça ne marche pas. Voilà. Et puis il y a d'autres projets d'un imageur 11 Tesla à Tokyo. Et enfin, il y a un projet d'un imageur 14 Tesla en Corée, qui devrait démarrer en 2015 pour une livraison 2020. Donc vous voyez, en fait, ces imageurs à 11 Tesla, si les 3 arrivent à la fin à être montés en champ, on en aura 3 ou 4. Donc c'est vraiment des pièces rares et ce sont des gros instruments de la physique. Alors on va commencer par pourquoi est-ce qu'on veut utiliser ces très hauts champs? C'est pour pousser les limites de la résolution spatio-temporelle, comme on va le voir. Et pourquoi est-ce qu'on veut pousser? Alors, je vais prendre un petit peu d'eau parce que j'ai... Pourquoi est-ce qu'on veut donc monter en champ? Parce qu'on veut monter en résolution spatiale d'abord. Effectivement, aujourd'hui, avec des imageurs cliniques, la résolution des images, elle est de l'ordre du millimètre, c'est-à-dire la plus petite taille des éléments que vous êtes capable de voir, c'est de l'ordre d'1 millimètre sur 1 millimètre sur 1 millimètre. Et avec ça, ce que l'on voit, c'est grossièrement l'architecture fonctionnelle macroscopique du cerveau. Ça, ce sont des images qui ont été faites avec des imageurs cliniques standards. Donc on verra après qu'on est capable automatiquement de reconnaître les sillons ou les motifs sur votre cortex. On est également capable de voir les grandes connexions du cerveau. Et on est capable également d'aller regarder grossièrement où se situe l'activité cérébrale sur ce manteau cortical. On a également comme information tout ce qui vient de la génétique. Mais ce qu'il faut voir, c'est que, alors là j'ai une erreur, c'est 10 puissance 11. Des neurones, on en a à peu près 10 puissance 11 dans le cerveau. Et ils ont tous un rôle différent. Donc c'est compliqué d'aller voir tout ça. Donc on a besoin de descendre d'un niveau d'échelle. Et c'est pareil, c'est pas 1015, hein, c'est 10 puissance 15 synapses. Il y a une petite erreur à la conversion du document. Et ce que l'on aimerait dans un premier temps, c'est de passer de cette échelle millimétrique à une échelle qu'on qualifie de mésoscopique. Et cette échelle mésoscopique, c'est quoi? C'est l'échelle de ce qu'on appelle les colonnes corticales. Les colonnes corticales, ce sont des petits amas de neurones qui codent pour une fonction particulière. Donc c'est l'entité fonctionnelle du cerveau. Donc c'est 1000 à 2000 neurones. Et 1000 à 2000 neurones, ça va nécessiter de descendre à une résolution d'une centaine de micromètres. Donc vous voyez, si on a une centaine de micromètres dans chacun des 3 axes, il faut qu'on divise par 1000, qu'on augmente par 1000 en fait la résolution des images. Donc c'est compliqué. Et si on arrive à atteindre cette résolution mésoscopique, on pourra alors essayer de décoder ce qu'on appelle le code neural. C'est comme en fait on a notre génome, on a un code neural, on a quelque chose qui explique quelle colonne corticale est affectée à la lecture, quelle colonne corticale est affectée à l'audition, etc. Bien entendu, on aimerait aller plus loin. On aimerait aller à l'échelle microscopique. Pourquoi? Parce que ça va être l'échelle de la taille des cellules. Et ça, c'est un enjeu de santé publique, d'essayer de comprendre en fait cette organisation à l'échelle soit mésoscopique, soit cellulaire. Pourquoi? Parce que en fait, la santé coûte très cher, qu'on a besoin d'outils de prévention. Et les outils de prévention, ça passe dans un premier temps par la compréhension, c'est-à-dire que pour prévenir, il faut savoir. Et puis, on a aussi besoin d'outils de détection précoce des pathologies. Vous avez tous entendu parler des projets autour de la maladie d'Alzheimer. Il y a de plus en plus de patients en psychiatrie parce qu'on a de plus en plus de... Alors, c'est pas qu'on a de plus en plus, c'est qu'on les détecte de mieux en mieux. C'est différent. On a de plus en plus de gens qui souffrent de schizophrénie, de troubles bipolaires. On peut avoir de l'autisme, etc. Et puis pour les pathologies, c'est pareil. La maladie d'Alzheimer, en fait, on vieillit tous et on a tous un risque potentiellement de la déclencher. Alors,
Et rattaché à ça, également une difficulté, c'est que c'est une difficulté d'ordre éthique, c'est tant qu'on ne sait pas diagnostiquer quelque chose, tant qu'on ne sait pas soigner une pathologie, est-ce que c'est intéressant de la diagnostiquer? C'est-à-dire que si vous avez un test de dépistage de la maladie d'Alzheimer, mais qu'on ne sait pas encore la soigner, est-ce que ça vaut le coup que le clinicien fasse passer le test au patient pour lui dire je suis désolé mon coco, mais tu vas probablement déclencher la maladie d'Alzheimer, mais je ne peux rien faire pour toi. Donc c'est un problème éthique qui est là, en fait, je pense, abordé par les comités d'éthique, et on se pose beaucoup de questions. C'est jusqu'où faut-il aller sur le savoir? C'est-à-dire que si on annonce quelqu'un qui, lorsqu'il passe en fait chez le médecin, est un sujet sain, et qu'on lui dit non, en fait, t'es pas sain, dans 50 ans, tu vas déclencher quelque chose, on va radicalement en fait lui changer son vécu. Donc est-ce que c'est nécessaire si on n'a pas la solution pour curer la maladie? Pas certain. Également, en fait, comprendre le cerveau, c'est très intéressant, va être pour le rééduquer. On a des grands accidentés pour lesquels, si on était capable de suppléer en fait quelques colonnes corticales en les remplaçant par une espèce de prothèse, eh bien, ça permettrait d'améliorer leur rééducation. C'est pareil, notre cerveau, il est plastique. Ce qui est très joli à voir, c'est les opérations à cerveau ouvert, pendant lesquelles, en fait, imaginons que quelqu'un a une tumeur, on résèque la tumeur, et le patient est réveillé parce qu'on veut contrôler qu'on ne touche pas à des fonctions essentielles comme la parole, la motricité, etc. Et le neurochirurgien, en même temps qu'il résèque, il demande toujours au patient de faire des gestes, et on s'aperçoit qu'il peut y avoir quelques secondes pendant lesquelles il a perdu un moment de motricité, puis rapidement il récupère. C'est-à-dire qu'en fait, on a une certaine plasticité, c'est qu'on a des neurones qui étaient probablement endormis, qui se sont réveillés pour remplacer les neurones qui ont été malheureusement réséqués par excès. Également, on a pas mal d'accidents vasculaires cérébraux, donc si on est capable de comprendre comment fonctionne le cerveau, on va être en mesure de mieux aider les patients à récupérer. Et puis, on peut également envisager des thérapies moléculaires. Si on comprend à l'échelle cellulaire comment est organisé le cerveau, peut-être qu'au lieu de donner un médicament par voie intraveineuse qui va aller irriguer tout le cerveau et peut-être causer des effets secondaires sur certaines parties pour lesquelles on n'aimerait pas qu'il y ait ces effets secondaires, on pourrait peut-être cibler en fait vraiment la partie. Enfin, il y a aussi un enjeu du point de vue de l'éducation, c'est-à-dire que comprendre comment le cerveau se développe, c'est aussi améliorer la pédagogie. Et en particulier, Stanislas Dehaene, il est beaucoup impliqué dans un certain nombre de réflexions autour de j'arrive à comprendre comment se développe l'apprentissage de la lecture, et donc je vais essayer d'influer sur les méthodes pédagogiques pour apprendre la lecture au regard du savoir qu'il a acquis. Alors c'était pas par celui-là que je voulais commencer. Maintenant, on va rentrer un tout petit peu plus dans la physique. Alors, il n'y a pas du tout d'équation. Simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps, il est rempli d'eau. Et notre cerveau, en particulier, il a 80% d'eau. Et ça, c'est idéal pour faire de l'IRM, parce que l'eau, qui est constituée en fait d'un atome d'oxygène et de 2 atomes d'hydrogène, elle possède un moment magnétique, c'est-à-dire qu'elle est équivalent à un petit aimant. Et ce petit aimant, il est caractérisé par une aimantation nucléaire. Et cette aimantation nucléaire, en fait, elle va être proportionnelle au champ dans lequel, en fait, on va mettre le petit aimant. Et ce que l'on voit, c'est que c'est linéaire par rapport au champ. Le champ, c'est B0. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que plus on va plonger le patient dans un aimant de champ très élevé, plus son cerveau va renvoyer des signaux également élevés. Donc plus on va avoir de signal. Et donc augmenter le champ statique, ça va permettre de faire quoi? De mieux voir les neurones au travail. On va pouvoir en fait diminuer la résolution spatiale. On va pouvoir voir les connexions également entre ces neurones. Ce qui est important en fait, c'est pas seulement les villes quand on regarde une carte, c'est les routes qui permettent d'aller entre les villes. C'est la même chose dans le cerveau. Les neurones tout seuls, ils servent à rien s'ils ne sont pas connectés entre eux. Et donc, voir les connexions, c'est aussi important que de voir les neurones. Et puis, on va possiblement voir les neurones en cours de développement, c'est-à-dire que le développement cérébral permettra de voir qu'on a des neurones qui migrent. Lorsque, en fait, on est à l'état de fœtus, on a un nombre de neurones qui sont
concentrés autour des ventricules et qui migrent vers le cortex. Et dans certaines pathologies, par exemple la dyslexie, on sait qu'on a un défaut de migration. Normalement, les neurones qui migrent dans ce cortex, certains des neurones meurent. Et dans la dyslexie, on s'est aperçu que certains patients avaient des gros neurones qui étaient probablement des neurones qui avaient migré mais qui avaient oublié de mourir. Dans le cycle en fait, du développement, il y a des phénomènes d'apoptose, en fait, de mort neuronale. Et parfois, les pathologies peuvent être liées à l'absence de cette mort neuronale, pas seulement en fait à l'absence, un neurone déficient. On est capable également de voir la chimie du cerveau. Le cerveau, c'est le fonctionnement du neurone, il est très compliqué. Vous avez ici un neurone, vous avez un axone. Donc, rappelez-vous qu'on a 10 puissance 11 neurones dans le cerveau, et on a 10 puissance 15 synapses. Les synapses, vous les avez là. Et donc ces synapses, elles fonctionnent, c'est de la chimie derrière. Vous avez des pompes ioniques qui permettent en fait, lorsque l'influx arrive au bout de l'axone, l'influx électrique, eh bien cette électricité va entraîner une réaction chimique au niveau de ce synapse qui, lui, va transmettre en fait, il va y avoir un passage d'ion entre ce synapse et le neurone voisin. Donc c'est comme ça que l'influx nerveux va, qu'un neurone va pouvoir activer un autre neurone grâce à cette chaîne qui met en cascade les neurones. Et on va donc pouvoir mieux étudier les dysfonctionnements du cerveau. Alors on commence par là, c'est qu'est-ce qu'on gagne en allant à 7 Tesla plutôt qu'à 3 Tesla? Et je me suis intéressé simplement à vous faire voir des images d'un hippocampe. L'hippocampe, c'est une structure que vous avez à peu près à côté du lobe temporal et qui est en fait la structure qu'on suppose être essentiellement atteinte dans la maladie d'Alzheimer. L'hippocampe, c'est le centre de la mémoire. Et cet hippocampe, qui est ici, si vous faites de l'imagerie sur un imageur d'un CHU standard, vous allez le voir de cette façon-là. Ça, c'est avec une résolution millimétrique. Comme vous voyez, on ne voit pas très bien les détails. Vous prenez exactement le même sujet, vous le mettez dans un imageur 7 Tesla, vous allez voir beaucoup plus de détails fins sur la forme de l'hippocampe. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que souvent, quand on a un désordre ou une atrophie à l'échelle cellulaire, eh bien, elle se traduit au niveau de la forme. Donc, si on a une image de bien meilleure résolution ici, donc ça c'est une image qui est à 300 micromètres isotrope, eh bien si on voit que la forme d'un des sillons de l'hippocampe en fait a été bougée, c'est que probablement en dessous, à l'échelle cellulaire, il y a une modification. On n'est pas encore à l'échelle cellulaire, mais on voit quand même nettement mieux la forme de l'hippocampe ici qu'ici. Enfin, je pense qu'on... Ouais, c'est visible. Je ne vois pas bien de près, moi, mais je pense qu'on voit une meilleure résolution. Et donc voilà, donc, premier point, c'est l'imagerie à très haut champ, ça permet de gagner en résolution spatiale. On passe d'une image d'1 millimètre isotrope, 1 millimètre isotrope, quand on passe d'1 millimètre isotrope à 300 microns isotrope, on gagne un facteur 10 en résolution. Donc on est 10 fois plus résolu. Hop. Maintenant, l'autre intérêt des très hauts champs, et ça, ce n'était pas du tout prévu lorsqu'il y a eu les premiers imageurs à 7 Tesla, c'est qu'on a des nouveaux contrastes. On voit des nouveaux types de signaux, et ces contrastes, ils sont liés à quoi? Ils sont liés au fait que dans les structures cérébrales, il y a du fer. Et le fer, en fait, il perturbe le champ magnétique. Alors, quand on est à très bas champ, il n'est pas tant perturbé que ça, ce champ magnétique, mais plus on monte en champ, plus il est perturbé. Et cette perturbation, elle est à l'origine d'une création de contraste. Par exemple, vous prenez ici, c'est un morceau de coupe qui passe ici par le tronc cérébral. Donc le tronc cérébral, vous avez votre cerveau, en bas du cerveau, vous avez le tronc qui relie à la moelle épinière. Et ce tronc cérébral, il est très important parce qu'il est très largement impliqué dans une maladie qui est la maladie de Parkinson. Et en particulier, il y a 2 structures qui sont atteintes que malheureusement, si l'on fait l'imagerie à 3 Tesla, on ne voit pas, que sont la substance noire et puis le noyau pédonculopontin, qu'on verra juste après. Eh bien, quand vous faites l'imagerie à 7 Tesla, il se trouve que la substance noire, elle est beaucoup dopée en fait en fer. Et bien, vous la voyez apparaître ici. Ce sont ces 2 structures-là. Et vous avez la substance noire et vous avez à côté de ces substances noires, alors là on ne la voit pas ici,
Donc si vous faites une représentation en 3D, la substance noire, c'est ce que vous avez ici. Et vous avez deux petites poignées juste au-dessus de la substance noire, c'est ce qu'on appelle le noyau sous-thalamique. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est ce noyau-là au sein duquel on implante des électrodes. Vous savez que lorsqu'on a une maladie de Parkinson, en fonction de la forme de parkinsonisme qu'on a, on peut avoir en fait un petit pacemaker qui est placé juste sous... Il est placé ici avec un petit fil qui alimente une électrode qui est plantée dans votre cerveau et qui va aller piquer cette petite structure. Et cette structure, on la voit sur l'imageur 7 Tesla. Jusqu'à présent, les cliniciens faisaient une imagerie à bas champ, sans vraiment la voir, et il y avait une grande phase dans laquelle on allait régler la profondeur de cette électrode. C'est-à-dire c'est une opération qui pouvait durer plusieurs heures, et ces plusieurs heures, c'était, on regardait jusqu'à ce que le patient s'arrête de trembler. Mais grâce à l'imagerie à très haut champ, on peut être beaucoup plus précis directement, c'est-à-dire qu'on va gagner en temps de chirurgie. Et donc ça, c'est très intéressant. Et on voit également des structures plus fines. La maladie ce noyau sous-thalamique, c'est une structure qui fait à peu près 1 centimètre. Et il y a d'autres structures qu'on suppose être impliquées dans la maladie de Parkinson. C'est par exemple le noyau pédonculopontin, qui lui, en fait, le noyau pédonculopontin, c'est un noyau en fait qui contrôle un peu la motricité. Et celui-là, il fait 1 mm sur 2 mm. Lorsqu'on a une imagerie qui fait 1 mm de résolution, on ne peut pas le voir. Grâce à l'imagerie à plus haut champ, on gagne en résolution. En plus, il est mieux contrasté et donc on le voit. Et ça, c'est une potentielle nouvelle cible d'implantation d'électrodes, qui est peut-être meilleure que le STN. Et on a mené une étude à Neurospin sur la maladie de Parkinson, donc c'était en collaboration avec l'Institut du cerveau et de la moelle à Paris, où on s'est amusé, enfin on ne s'est pas amusé, on a en fait inclus dans notre imageur 7 Tesla à peu près 80 patients parkinsoniens, pour lesquels on a pu reconstituer l'ensemble de ces structures internes. On a également été capable, parce qu'il existe des outils, de représenter les différentes aires corticales. Le cerveau, il est découpé en aires corticales et chaque aire s'occupe d'une fonction. Cette aire que vous voyez ici, c'est l'aire motrice. Elle s'occupe en fait de commander tous vos organes. Et on a été également capable de reconstituer la connectivité anatomique et on a fait le lien entre le tout. On s'est dit, est-ce que finalement il n'y a pas une modification de la connectivité entre les structures qu'on suppose être essentielles dans la maladie de Parkinson et l'aire corticale motrice. Et donc ça, c'est représenté. Alors, je ne vais pas vous expliquer ici. Vous avez une matrice de connectivité. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, vous avez des carrés rouges. C'est là où c'est le plus connecté. Et on a reconstitué ces matrices-là pour tous les patients. Et on avait aussi un ensemble de sujets sains qui nous servaient de référence. Et ce qu'on a pu observer, c'est que la connectivité du noyau pédonculopontin, qui, rappelons-le, elle est en charge de l'activité motrice et possiblement à l'origine des tremblements dans la Parkinson, eh bien, cette connectivité, elle est diminuée dans une certaine forme de parkinsonisme qu'on appelle la paralysie supranucléaire progressive, donc qui se traduit par aussi difficulté de la marche et pas mal de tremblements. Et donc on s'est aperçu que finalement, dans cette paralysie supranucléaire progressive, eh bien, c'était une baisse de connectivité qui pouvait être à l'origine de la pathologie. Donc on apprend un peu plus de cette pathologie. Vous voyez ? Donc dès qu'on a ces nouveaux outils, on peut aller à une résolution plus fine et puis on peut faire de nouvelles hypothèses, surtout qu'on peut vérifier. Parce qu'en fait, sur les pathologies, on peut faire plein d'hypothèses. Mais toute la difficulté est de les vérifier, sachant que eh bien, les sujets, quand on les a, les sujets sont vivants. Donc il est hors de question. Après, on pourrait très bien faire de l'imagerie post-mortem, des dissections, mais ce n'est pas du tout notre champ d'application. Nous, on essaie de mieux comprendre en fait, les patients pour qu'après, ils soient traités avec en fait, une thérapie adaptée. L'imagerie fonctionnelle, alors j'en parlerai que très rapidement. L'imagerie fonctionnelle, c'est pour vous faire voir aussi le gain en résolution. L'imagerie fonctionnelle, c'est une imagerie pour laquelle on va présenter un stimulus à un sujet. On va demander par exemple au sujet, dans l'imageur, de taper en fait avec les doigts de la main. Et ce qu'on va voir, eh bien, c'est qu'au niveau du sillon central de l'hémisphère opposé à la main avec laquelle il a fait ce qu'on appelle un fingertipping, on va voir une tâche d'activation s'allumer. Simplement, la résolution, quand on le fait avec les imageurs cliniques conventionnels, elle est celle-ci. C'est assez où on a des gros voxels. Pourquoi on a des gros voxels ? Parce que l'imagerie fonctionnelle, on veut acquérir un volume toutes les 2 secondes. Donc, c'est le principe d'Eisenberg, plus on veut aller vite, moins on est précis.
Et donc, on a finalement des tâches avec une précision de l'ordre de 2 à 3 mm. Donc, on n'est pas très précis. Quand on fait de l'imagerie à 7 Tesla, on récupère cette résolution-là, pour laquelle là, on est au millimètre isotrope. Donc, on a multiplié par 27 la résolution des données fonctionnelles. Et donc, on va être beaucoup plus précis sur la localisation. Parce que souvent, en fait, quand on regarde des tâches d'activation, quand on est à basse résolution, ce qu'on croyait être une seule tâche d'activation, en fait, c'est plusieurs tâches d'activation qui sont différenciées, qui ont un rôle différent. Alors voilà en imagerie préclinique, quel est l'intérêt de monter en champ? Alors là, ce que vous avez, c'est une image d'une souris modèle d'Alzheimer. Et cette souris, si l'on fait une imagerie à 7 Tesla, 7 Tesla, rappelez-vous, c'est ce qu'on avait de mieux en fait chez l'homme actuellement. Vous savez que dans la maladie d'Alzheimer, ce qu'on observe sur le manteau cortical des gens, ce sont des plaques amyloïdes. C'est des petites plaques qu'on observe dans le cortex et souvent ça sert pour un petit peu valider. Alors il y a tout un tas de tests neuropsychologiques qui permettent de détecter la maladie d'Alzheimer, mais en plus, en fait, ces plaques-là, on les a retrouvées systématiquement chez tous les patients atteints d'Alzheimer qui ont donné en fait leur corps à la science. Et si l'on fait cette imagerie à 7 Tesla, on ne les voit pas bien. Et là, on a utilisé notre imageur à 17 Tesla, qui est le seul imageur qu'on a au monde. Ben, on voit ces plaques directement sur le manteau cortical. Donc vous voyez que monter en champ, c'est vraiment voir des détails plus fins. Et pourquoi aussi c'est intéressant en fait, de faire de l'imagerie préclinique? Eh bien, comme je vous le disais, donc Neurospin a été doté de ce seul imageur au monde. Eh bien, on va s'intéresser, on va pouvoir voir les neurones individuels avec ce type d'imageur. J'ai en fait dans mon laboratoire une physicienne, Louisa Siobanou, qui s'est intéressée à un modèle qui est l'aplysie. L'aplysie, c'est un gros mollusque qu'on voit ici, qui a la particularité d'avoir des neurones assez gros, de quelques centaines de microns. Et grâce à son imageur en fait, à 17 Tesla, elle est descendue à une résolution de 25 micromètres isotropes. Et ce que l'on voit ici, et elle a injecté en fait dans un des neurones du manganèse, et le manganèse perturbe le champ magnétique. Et ce qu'elle a pu observer, c'est qu'on voyait, on arrivait à allumer les neurones individuels. Donc on est en mesure, alors vous voyez c'est quand même assez flou, mais là il faut vous rendre compte que jamais en fait chez l'homme on pourra avoir ce genre de données-là. Et ça va permettre de faire quoi? C'est sur des modèles animaux de comprendre comment fonctionnent les réseaux cérébraux, ce qui est très intéressant. En l'occurrence ici, c'était en fait un réseau neuronal qu'on appelle le ganglion buccal, c'est celui qui s'occupe de manger, c'est-à-dire que l'aplysie, c'est un petit mollusque qui aime bien manger sans arrêt, et donc on peut l'activer assez facilement, il suffit de lui donner à manger, il va manger en fait. Et donc là, ce qu'on observe, c'est on a injecté dans une cellule, alors je ne sais plus laquelle, ça doit probablement être la 66 ou la 6, on a injecté en fait du manganèse, et ce manganèse est passé d'un neurone à l'autre en passant à travers les axones. Et donc là, ce qu'on observe, c'est effectivement l'espèce d'allumage du réseau fonctionnel qui s'est mis en branle lors d'opérations en fait, de mastication de l'aplysie. Donc vous voyez, on peut vraiment descendre à ce type de résolution. Alors, par contre, on ne le fait que chez l'animal. Et c'est pour ça que à Neurospin, en fait, on s'était lancé il y a maintenant pas loin d'une dizaine d'années, et ça prend du temps, parce que c'est compliqué, dans la conception d'un aimant unique à 11,7 Tesla. Alors pour vous représenter, je ne sais pas si vous avez déjà passé un IRM ou alors un scan CT, ça fait 1,50 m, 2 mètres de haut sur 2 mètres de long. Et là, c'est la taille de l'aimant que vous avez, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un aimant aux dimensions qui sont décuplées, et ce sont les physiciens en fait du CEA les physiciens en fait qui travaillent pour le CERN du CEA qui ont conçu en fait cet aimant. Et pourquoi ils ont conçu cet aimant? C'est parce qu'ils avaient prédit que la technologie actuelle des aimants ne suffirait plus, qu'il faudrait changer de technologie. Ce qui a été un peu confirmé, les deux prédécesseurs qui ont essayé de monter leur champ à 10,5 Tesla et 11,7 Tesla avant nous, mais ça a quenché. Et ça, en fait, les physiciens l'avaient prévu. Alors maintenant, ce n'est pas ce qui les rassure de voir que ce qu'ils avaient prévu s'est bien passé. Ils espèrent qu'il ne va pas se passer en fait, la même chose ici. Mais ça, c'est un imageur. Alors c'est un gros projet. Le projet ISEL, c'est un projet qui a été doté de 190 millions d'euros. 95 millions côté français, 95 millions côté allemand. Ça avait été initié en fait sous la présidence de Chirac, donc c'est plus tout jeune.
Ce projet-là, en fait, visait d'une part à développer un imageur unique au monde à 11,7 Tesla, c'est cet imageur. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment la bobine qui est quasiment finie d'être bobinée. Alors, elle a été bobinée chez Alstom à Belfort, qui a récemment été racheté par GE, sachant que nous travaillons avec Siemens. Ça ne va pas faciliter en fait les discussions. Donc on ne sait pas si l'aimant qu'on va recevoir, ce sera maintenant un aimant avec une étiquette GE sur lequel Siemens, le gros concurrent de GE, devra brancher toute son électronique. Mais c'est assez amusant. Donc là, vous avez ici Anne Fleury-Erard, qui est notre chef d'institut, qui était en visite chez Alstom au début du mois de juillet, devant en fait cet aimant. Mais cet aimant, elle est unique. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a 170 km de conducteur. Le conducteur, ce n'est pas du cuivre, c'est du niobium titane. Il y en a pour 3 millions d'euros rien que de conducteurs. Et c'est un aimant qui, en fait, baignera dans un bain d'hélium liquide. Il y aura 10 000 litres d'hélium liquide. Et ces 10 000 litres d'hélium liquide, l'hélium, en fait, devient rare et cher. Un litre d'hélium, c'est 5 à 7 euros actuellement. Donc, si jamais votre imageur quench, vous perdez l'hélium, vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas prêt à perdre en une seconde 50 à 70 000 euros. Et donc, pour ce faire, on a implanté dans le sous-sol de Neurospin un liquéfacteur. Donc, on produit nous-mêmes notre hélium liquide. Et donc, on a une grosse usine. Et pourquoi aussi on produit cet hélium? C'est parce que cet aimant va consommer à peu près 1000 litres d'hélium par mois, sachant qu'un aimant classique consomme à peu près 1000 litres d'hélium tous les 6 mois. 1000 litres d'hélium tous les 6 mois. Et donc, en fait, on ne pouvait pas reposer sur le processus classique de remplissage d'hélium. Dans un hôpital, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, GE ou Siemens viennent avec un énorme dewar rempli d'hélium pour re-remplir en fait votre aimant. Nous, il faudrait faire ça tous les mois avec 1000 litres d'hélium. Ça coûterait beaucoup trop cher et ce serait trop dangereux en fait de prendre ce risque-là. Donc, on a construit directement un liquéfacteur. Donc voilà, et donc cet aimant-là, alors ça fait, on l'attend depuis un petit bout de temps et c'est difficile. J'ose plus annoncer de date, normalement c'est prévu pour juillet 2015, mais en fait tous les ans je décale d'un an, mais il va finir par arriver, je vous rassure. Alors maintenant, cartographier le cerveau humain du point de vue anatomique et fonctionnel. Alors qu'est-ce qu'on est capable de faire? Quand vous allez à l'hôpital, classiquement, on vous fait ce type d'image-là, parmi les images qu'on vous fait. C'est une image anatomique sur laquelle on reconnaît une espèce de couche grise en périphérie du cerveau, et c'est votre cortex. Ce qu'il faut voir, c'est que le cerveau, ça ressemble tout à fait, en fait, à une noix. Vous prenez une noix, vous regardez la coque de noix, c'est très circonvolué. Eh bien, imaginez-vous qu'un cerveau, c'est la même chose. Et la petite pellicule marron que vous avez sur votre coque de noix, c'est la couche grise qu'on voit là, c'est le cortex. C'est là où se situent la plupart des neurones qui interviennent dans l'activité fonctionnelle. On a d'autres neurones qui sont à l'intérieur du cerveau, qu'on revoit ici avec ces zones plus grises-là. Et ces structures-là, on appelle ces structures les structures profondes. Et souvent, elles sont en charge de boucles de rétroaction du mouvement. C'est-à-dire que lorsqu'on fait un mouvement, par exemple, votre cortex, au niveau du sillon central, vous dit « commande mon bras ». Donc j'ouvre mon bras et il y a des neurones qui sont capables de sentir où vous en êtes du mouvement de votre bras et qui ramènent l'information à votre cerveau. Et ce sont ces neurones qui sont dans ces noyaux codés dans le pallidum, donc enfouis dans le cerveau, qui sont là pour recevoir l'information de perception d'où on en est le mouvement du bras. Et ensuite, eux renvoient un influx à des neurones dans ce sillon central qu'on appelle GABAergiques qui vont éteindre les autres neurones. Donc on a un phénomène avec une boucle de rétroaction, on allume les neurones et puis après il y a d'autres neurones qui sont en charge d'aller réteindre les neurones allumés. Et donc vous voyez que cette forme-là elle est relativement compliquée et on a développé tout un tas d'outils qui permettent de reconnaître automatiquement tous les plissements chez tous les individus, alors que ces plissements sont très très différents d'un individu à l'autre. Vous avez ici, vous voyez la forme des plissements. Cette forme-là, ça c'est le fameux sillon central, c'est le sillon le long duquel en fait on a tous les neurones qui commandent tous les membres. Eh bien, cette forme-là, d'un individu à l'autre, elle est très compliquée. Donc la reconnaître automatiquement, c'est quelque chose de très compliqué. Et donc ce que l'on a fait, c'est que l'on a développé des techniques à base de réseaux de neurones qui apprennent la variabilité interindividuelle de la forme de ces sillons. Donc, ils apprennent à la fois la position, et puis on va apprendre la profondeur, la courbure,
et on va apprendre ça chez l'ensemble des individus. Et donc après, un neurone sera spécialisé sur la reconnaissance d'un sillon particulier. Et on a à peu près 400 sillons sur le cerveau qu'on met en compétition et pour lesquels, en fait, on force ces 400 sillons à donner des réponses qui sont cohérentes. C'est-à-dire qu'un morceau, ici, il faudra qu'il soit attribué au sillon central et pas, en fait, à un autre sillon. Donc ce sont des algos qui sont très compliqués, mais maintenant, on arrive à des taux de reconnaissance autour de 90%. Alors c'est déjà pas mal, ça veut dire qu'en fait, il peut y avoir quelques erreurs que le neuroanatomiste peut corriger. Et là, tout l'intérêt, c'est pour le neuroanatomiste, on est en train de faire un neuroanatomiste artificiel, c'est-à-dire qu'on prend cette simple image-là, on la rentre dans le logiciel, et ça vous étiquette automatiquement tous vos sillons. Et en quoi c'est intéressant d'avoir tous ces sillons? Une fois qu'on a reconnu tous les sillons, on est capable d'avoir plein de mesures sur leur forme. Et quand on a plein de mesures sur la forme des sillons, et qu'on a une population de sujets sains et une population de patients, on va être capable de regarder quels sont les sillons qui sont différents entre, par exemple, une population de sujets sains et une population d'autistes, une population de sujets sains et une population de schizophrènes. Et on fait ressortir de cette manière les structures qui sont atteintes dans les pathologies. D'accord ? Et donc voilà un exemple de sillon. Donc vous voyez, on est capable après de regarder sa courbure, de regarder s'il y a des plis de passage. Et donc ça, ce sont l'ensemble de ces mesures-là qu'on met après dans des algorithmes de classification robustes qui nous permettent de regarder quelles sont les structures atteintes dans les pathologies. Donc voici un exemple là, sur un cerveau où vous avez en fait l'ensemble des sillons reconnus sur un sujet. On est capable de faire la même chose avec les noyaux gris centraux, donc ces fameux amas de neurones qui servent de boucle de contrôle pour aller éteindre l'activité dans les aires motrices, par exemple. Et on est capable de le faire automatiquement également pour les ventricules. Les ventricules, c'est là où on trouve de l'eau dans le cerveau, c'est du liquide céphalorachidien. Et vous savez, notre cerveau, dans la boîte crânienne, il baigne dans ce liquide céphalorachidien qui lui sert d'amortisseur. Si on n'avait pas ce liquide qui sert d'amortisseur, à chaque pas, notre cerveau serait brinque-ballé. Et c'est aussi un liquide nourricier. C'est intéressant, c'est qu'on peut également essayer de comprendre comment notre cerveau pousse au cours du développement. Là, vous avez des images de fœtus à 28 semaines, 30 semaines, 32 semaines, 33 semaines. Et on est capable, en fait, de faire des images du cortex de ces fœtus. Et vous voyez, au début, dans le ventre de la mère, le fœtus, il est quasiment lisse. Il y a très, très peu de plis. Mais les plis qui sont présents, comme vous le voyez, là, ce qu'on retrouve, c'est ce fameux sillon central, c'est le sillon rouge. C'est pas étonnant, le bébé, la première chose qu'il fait dans le ventre de la mère, il bouge. Donc il va développer en premier le sillon en charge de la motricité. Et on voit l'évolution en fait de ces plissements tout au cours en fait de la gestation. Et donc ça, c'est intéressant. Et on a des mathématiciens avec lesquels on travaille qui sont situés à Lumini, à l'université Aix-Marseille, qui essayent de trouver des modèles mathématiques du plissement. C'est comment est-ce qu'on peut essayer de modéliser le plissement, et ils ont développé des modèles mathématiques qui permettent tout à fait de faire quelque chose d'équivalent à un plissement d'un cerveau durant le développement cérébral. Et ça, c'est intéressant parce que quand on a un modèle mathématique derrière, on va pouvoir quantifier des choses. Voilà, donc ça, et surtout, ils ont démontré qu'un simple petit événement au cours, enfin une simple petite perturbation à un instant donné, peut considérablement changer la forme des plissements. Et ça, c'est intéressant, c'est quand on étudie les pathologies, c'est à quel moment et qu'est-ce qui a créé la pathologie. Donc ça va permettre de modéliser un petit peu, ben voilà, mon sillon, il a été modifié, ça s'est passé à quel moment et à l'aide de quelle perturbation. Donc voilà le genre de travaux qui sont également effectués. Et donc ça, tout ça, on était déjà capable de le faire avec simplement des données d'un hôpital conventionnel. Maintenant, quand on va à cette thèse-là, et qu'on peut avoir des données de 200 microns, mais ce qu'on observe, notre fameuse couche grise qui était en superficie de notre cerveau, ben en réalité, il y a différents niveaux de gris au sein de cette couche grise. Et ce que l'on révèle ici, c'est ce qu'on appelle la structure laminaire du cortex. En fait, notre cortex, c'est plusieurs feuilles qui sont empilées, et chaque feuille, ce sont des neurones qui ont une fonction particulière. Les neurones ne sont pas seulement différents à la surface du cortex, ils sont aussi différents en profondeur du cortex. Et ça, vous avez ici, ça c'est une coloration de Nissl d'un échantillon de cerveau humain
faite post-mortem, et vous retrouvez bien cette structure laminaire. Ce que vous voyez ici, en fait, ce sont les différents corps neuronaux, et vous voyez bien que vous aviez des concentrations différentes, des organisations différentes des neurones. Et lorsqu'on monte à Sainte-Tesla, on commence à pouvoir voir cette organisation. Donc on a lancé un programme pour lequel on va regarder, nous, le signal, comment le profil du signal évolue dans la perpendiculaire au cortex. Et on arrive en fait à retrouver effectivement des choses. Alors on en est au début, hein. Je veux dire, on n'en est pas à une résolution de folie, mais on voit bien qu'ici, en fait, on a des intensités qui sont différentes, qui révèlent des couches corticales différentes. Et ça, c'est intéressant parce que le fonctionnement cérébral, l'activité cérébrale, en fonction du type d'activité, elle peut. Alors, on a généralement, en fait, on note 6 couches dans le cortex. Certaines activités peuvent avoir lieu dans la couche 3, d'autres dans la couche 5, et donc on va gagner en précision sur la localisation de l'activité cérébrale. Maintenant, je vous avais dit que les neurones, c'est bien, mais la façon dont ils sont connectés, c'est aussi quelque chose de très bien. Et pour ça, en fait, on repose sur l'observation. L'IRM, elle est capable d'être sensible au mouvement des molécules d'eau dans les tissus. Et en particulier dans la matière blanche, c'est intéressant. La matière blanche, elle est constituée de réseaux d'axones, donc ce sont les prolongations des neurones, et qui sont organisés en grands faisceaux. Ça fait comme une mèche de cheveux. Et les cheveux sont relativement bien alignés, comme dans une mèche de cheveux. Et vous avez ici la représentation d'un cheveu, et le cheveu, il est creux, l'axone, il est creux. Et il y a de l'eau dans l'axone. Et ce que l'on observe, c'est que le mouvement de l'eau, il est relativement restreint par la membrane de l'axone. En effet, une molécule qui bouge, elle ne peut pas sortir de l'axone. Donc dans cette direction-là, elle va être bloquée, alors qu'elle ne va pas l'être dans la direction de l'axone. Et donc, si on est capable d'observer l'amplitude des déplacements, eh bien, on s'apercevra que la direction selon laquelle les déplacements sont maximum correspond à la direction des fibres axonales. Et grâce à ce principe-là, on est capable de reconstituer de manière virtuelle et in vivo la connectivité du cerveau humain. Vous avez ici les principaux faisceaux du cerveau humain. Par exemple, ce que vous avez en orange ici, c'est le faisceau corticospinal. C'est celui qui part de vos aires motrices, va dans la moelle épinière et dans vos nerfs des membres pour activer vos membres. Et donc, lorsqu'on a par exemple un grand accidenté qui a pu avoir une lésion de la moelle épinière, c'est probablement ce faisceau-là qui est coupé à un endroit. Et on va être capable de le mesurer. Et ça, c'est relativement important. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'IRM, c'est actuellement la seule méthode qui permette de mesurer cette connectivité in vivo. Il n'y en a pas d'autres. Et donc ça a été en fait très intéressant pour regarder en fait les pathologies non pas à travers simplement les neurones, mais à travers la connectivité. On s'est aperçu, il y a pas mal d'hypothèses qui ont été revisitées parce qu'on avait l'impression que par exemple dans l'autisme, c'est l'aire corticale de l'audition, c'est que l'enfant autiste entend pas bien. Et bien on s'est aperçu qu'en fait non, probablement son nerf fonctionne bien. C'est les connexions qui vont à son nerf qui sont défectueuses. Et quand on a en fait un manque d'activité quelque part, c'est pas forcément la région qui est en défaut, c'est les connexions qui vont à cette région. Et en psychiatrie, il y a énormément en fait de pathologies pour lesquelles en fait on détecte ce genre d'anomalie de la connexion. Voilà. Donc ça, c'est un travail en fait qu'on avait effectué dans le cadre d'un projet européen. Il y a eu 2 gros projets. Un projet européen qui s'appelait Connect, dans lequel Neurosphine était impliqué, puis un autre gros projet américain qui s'appelle The Human Brain Connectome, qui est toujours en fait en cours, qui vise à faire le même genre de travaux. Mais l'IRM de diffusion, ça permet encore d'aller plus loin. Je vous avais dit que le Graal qu'on aimerait bien atteindre, c'est l'échelle cellulaire. On aimerait bien, en fait, grâce à l'IRM, voir combien il y a d'axones, voir combien il y a de neurones en tout point du cerveau. Principe de diffusion, c'est relativement simple. La diffusion, c'est vous mettez une petite goutte dans un récipient. Sans bouger le récipient et vous attendez longtemps, vous allez vous apercevoir que la couleur va s'homogénéiser. Pourquoi ? Parce que les molécules d'eau, à partir du moment où elles sont à une température non nulle, elles vont avoir un mouvement brownien qui est constant, et les chocs vont faire que les molécules vont sans arrêt bouger vont sans arrêt changer de direction, et à terme, ça va conduire à l'homogénéisation de la couleur. Maintenant, supposons qu'on ait un axone. Là, vous avez un axone, c'est un cylindre, ça représente un axone. La petite molécule d'eau
son trajet, je vous l'ai représenté en rouge ici. C'est pareil. La molécule d'eau, elle va aller n'importe comment. Si on ne laisse pas beaucoup de temps entre les deux photos qu'on va prendre pour voir quel est le mouvement que cette molécule d'eau a effectué, on ne verra pas de différence entre le mouvement au sein de l'axone et le mouvement dans un liquide complètement libre. Si maintenant on laisse plus de temps entre les deux photos, entre les deux clichés qu'on va prendre pour mesurer le déplacement, ce qu'on va s'apercevoir, c'est que si on laisse du temps, un certain temps, ce temps sera en fait quelque chose d'inversement proportionnel au diamètre des axones, on va avoir un espèce de phénomène de saturation. C'est-à-dire que les molécules, eh bien, elles se seront en fait réparties partout dans l'axone et elles taperont sans arrêt en fait sur les bords de l'axone. Et ça se traduit simplement au niveau de la probabilité de déplacement du mouvement. Effectivement, si on est dans un liquide complètement libre, eh bien, plus on laisse le temps diffuser, plus la probabilité d'aller très loin, donc le côté évasé de cette distribution, va être large. Si on est dans un axone, ben on ne pourra pas faire une distance plus large que le diamètre de l'axone. Et si on est capable d'être sensible à ce phénomène-là, c'est bingo, parce qu'on va pouvoir remonter à la taille de l'axone. La taille de l'axone, c'est la largeur de la distribution. Et pareil pour les neurones. Et donc là, on est en train de créer ce qu'on appelle maintenant la microscopie par IRM de diffusion, pour laquelle on va dire mon tissu, finalement. Je prends ma matière blanche qui est constituée d'axones, il y a des axones, mais il y a des cellules autour. Je vais pouvoir le modéliser de manière mathématique ou géométrique en disant que voilà, la matière blanche, c'est quoi? Ce sont des axones, l'intérieur des axones. Il y a des cellules autour des axones qu'on appelle les cellules gliales. Les cellules gliales, ce sont des cellules nourricières qui entretiennent la gaine de myéline autour des axones. Cette gaine de myéline, c'est ce qui est par exemple atteint dans la sclérose en plaques. C'est cette gaine de myéline. Et donc je vais pouvoir considérer qu'ici, j'ai toutes mes cellules gliales, et puis j'ai l'espace qui n'est ni celui-là ni celui-là. Donc je vais pouvoir donner un modèle géométrique à ma matière blanche. Et si j'ai un modèle géométrique, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir après calculer un signal IRM théorique du processus de diffusion dans cette géométrie. Et ce signal, il va faire intervenir quoi comme paramètre? Il va faire intervenir le diamètre des axones et la densité des axones. Et donc si je fais après un certain nombre de mesures en IRM, je suis capable de remonter au diamètre axonal moyen et à la densité axonale. Donc ça, c'est en fait une expérience qu'une de mes thésardes a faite cette année sur l'imageur 7 Tesla. Elle s'est intéressée simplement à regarder le corps calleux. Là, vous avez le cerveau, et on est juste dans le plan qui sépare les deux hémisphères. Les deux hémisphères du cerveau sont reliés par un énorme faisceau de fibres qu'on appelle le corps calleux. Et ce corps calleux, il a une propriété, c'est qu'il a plein d'axones. Et on sait, à l'aide d'études histologiques faites sur des pièces post-mortem, que le diamètre axonal varie en fonction de la position. On a des gros axones au centre, des axones plus petits aux extrémités du corps calleux. Eh bien, avec la méthode que je vous ai expliquée précédemment, on a été capable de mesurer le profil du diamètre. Et effectivement, on a des... Alors c'est l'inverse, je me suis trompé, c'était les axones plus petits au bout et plus gros au milieu. On observe bien qu'effectivement, le diamètre axonal, il est grosso modo plus élevé au centre du corps calleux, et il est beaucoup plus faible aux extrémités du corps calleux. Et donc on est arrivé à mesurer vraiment du diamètre axonal, qui est quelque chose de l'ordre cellulaire. Et la densité, eh bien, elle est inverse, c'est-à-dire que la densité axonale, plus on a des gros axones, moins il y a d'axones pour occuper le même espace. Donc la densité, elle est plus faible au centre et elle est plus élevée aux extrémités du corps calleux. D'accord ? Voilà. Et en quoi ça nous a servi ? On s'est intéressé à l'autisme. L'autisme, il y a souvent, en fait, dans la psychiatrie, un des gros faisceaux qui est souvent atteint, c'est le corps calleux. C'est cette grosse commissure qui relie les deux hémisphères. Et on a appliqué exactement la même technique, à la fois à des sujets sains et à des autistes. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'en fait, les autistes, ils avaient deux régions qui étaient significativement, dont les diamètres et les densités axonales étaient significativement différentes par rapport aux sujets sains. Et ces deux régions, ce sont la partie postérieure du genou, qui se trouve ici dans le corps calleux, et l'isthme, qui se trouve ici. Et ça, c'est intéressant parce qu'on vient d'apporter une information de l'ordre cellulaire sur les modifications
susceptibles d'être responsables de cet autisme. Et on va généraliser ça après. Donc vous voyez qu'avec une IRM, on a une résolution de l'imagerie qui est millimétrique, ou centaines de micromètres, mais grâce au processus de diffusion, qui lui regarde les molécules d'eau qui font des petits déplacements de quelques microns ou dizaines de microns, on est capable, en modélisant, en couplant à la fois la physique, les mathématiques appliquées et puis l'estimation robuste, de remonter à des informations à l'échelle cellulaire. Et on va aller au-delà. Donc on a un énorme projet qui est très très controversé, qui s'appelle The Human Brain Project, qui est un projet européen qui va durer une dizaine d'années, dans lequel on est impliqué, qui va normalement être financé à hauteur d'1 milliard d'euros. Et l'objectif, c'est de modéliser le cerveau. Donc c'est, je l'avoue, très très trop ambitieux. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on y arrivera, mais en fait, c'est un projet qui est piloté par les... il est très controversé, parce que ce projet, il est piloté par les Suisses, et en fait, les Suisses sont venus avec une approche bottom-up, c'est-à-dire qu'ils ont appris à modéliser en fait un neurone, puis après, ils se disent, maintenant, si je sais modéliser un neurone, ça y est, je sais modéliser un cerveau. Qui est un peu plus compliqué que ça, parce qu'on oublie toute la chimie, et puis c'est quand même, je pense, beaucoup plus compliqué que ça. Et donc, en fait, grâce à Stanislas Dehaene, qui est en fait le porteur d'un des piliers de neurosciences cognitives, on a pu être impliqué dans ce projet. Et alors, je suis en charge, en fait, avec Jean-François Mangin, qui est un chercheur, en fait, de Neurospin, d'essayer, avec les méthodes que je vous expliquais précédemment, de faire une cartographie de l'ensemble des diamètres axonaux et des densités axonales sur tous les faisceaux de fibres en fait, du cerveau. Voilà. Mais le projet va plus loin. C'est-à-dire que le projet, Neurospin est impliqué également en fait, dans l'acquisition de données IRM in vivo pour lesquelles on a appris une approche qui est complètement différente de l'approche classique. Actuellement, en neurosciences, pour bien comprendre les pathologies, la tendance actuelle, c'est d'aller vers ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire qu'on va prendre des très très larges cohortes. Les études cliniques, jusqu'il y a une dizaine d'années, c'était 30 sujets, 40 sujets, 50 sujets. Et maintenant, on voit apparaître des études dans lesquelles il y a 10 000 sujets, 20 000 sujets, 200 000 sujets. Par exemple, il y a une cohorte sur l'étude du vieillissement allemande, et il y en a également une en Angleterre, qui en fait vont scanner 200 000 sujets. Pourquoi ? Parce que plus on a un nombre de sujets important, mieux en fait on peut voir des effets statistiques petits. Là, on a pris en fait... alors, la seule chose, c'est que dans ces études-là, généralement, le sujet passe qu'une fois l'IRM, 1 heure. Là, on a pris le contre-pied de ce genre d'approche. On s'est dit, on va prendre 12 sujets, mais par contre, chaque sujet, il va passer 10 fois par an pendant 10 ans. Et donc, on aura scanné exhaustivement quelques sujets, mais on les connaîtra très bien. Et c'est une approche qui est radicalement différente de cette approche, plein de sujets, mais très peu de données par sujet. Et donc, en particulier pour la connectivité, enfin le sujet qui me concerne, on va les passer 10 fois, 1 heure et demie. Donc on aura 10 heures et demie d'acquisition, enfin 15 heures d'acquisition pour chaque sujet. Est-ce que j'ai encore du temps pour aborder la dernière partie? Je ne vois pas Madame Ivalli. 10 minutes. Alors faire vite. Alors maintenant, atteindre l'échelle cellulaire grâce à l'imagerie moléculaire. Donc je vous ai dit que l'imagerie de diffusion, ça permettait déjà de commencer de le faire de manière, en fait non invasive. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va maintenant s'intéresser... Ah, j'ai inversé de transparent. Pardon. Donc on va s'intéresser à l'imagerie moléculaire. Qu'est-ce que c'est que l'imagerie moléculaire? Je pense que vous savez tous que la plupart des IRM sont réalisés absolument sans injection d'aucun agent de contraste, la plupart du temps. Contrairement à la tomographie, CT, ou à la tomographie par émission de positron, pour laquelle on vous injecte en fait un produit de contraste radioactif. Cependant, il y a quand même des agents de contraste qui sont dérivés des chélates de gadolinium. Donc ce sont ils font partie en fait de, pas des terres rares, mais dans la classification chimique, en fait, ils sont sur une colonne bien particulière, et eux, ils peuvent être, pardon, voilà, ils peuvent être utilisés pour rehausser le contraste dans les tissus vascularisés. C'est-à-dire qu'on va injecter du chélate de gadolinium, et ça sert notamment, par exemple, quand on va aller diagnostiquer un cancer du sein. On sait,
dans pas mal de tumeurs, il y a une hypervascularisation autour. Et comme il y a une prise de contraste dans la vascularisation, on injecte ce produit et ça va rehausser en fait la région où il y aura en fait cette hypervascularisation qui généralement est située en périphérie de la tumeur. Et ça, en fait, ça rehausse le contraste en modification des caractéristiques magnétiques, dont je n'ai pas du tout parlé parce que ce n'était pas l'objectif, qu'on appelle les temps de relaxation T1 et T2. Et l'imagerie moléculaire, ça va être donc une association, ça va être d'étendre ce concept en essayant d'associer à la fois la chimie, la pharmacologie et l'imagerie IRM pour concevoir de nouveaux agents de contraste qui seront administrés préalablement ou en cours d'acquisition afin de rehausser le contraste de processus biologiques. Alors tout l'enjeu, alors je reviens aux transparents d'avant, ils n'étaient pas classés dans l'ordre, c'est qu'un agent de contraste, pour que l'imagerie moléculaire, il va falloir qu'elle soit sensible. Alors pour qu'elle soit sensible, eh bien en IRM, on n'a pas grand autre solution que d'utiliser l'IRM à très haut champ. Donc d'où en fait l'intérêt à Neurospin de développer ce genre de choses. Et puis il va falloir que l'agent de contraste soit spécifique. En effet, ce qu'on veut, c'est quand on a un agent de contraste, imaginons, je ne sais pas, qu'on étudie en fait une tumeur, eh bien on aimerait bien que l'agent de contraste, il aille de manière privilégiée se fixer sur la tumeur. Et donc c'est ça la spécificité. Et puis on a envie également qu'il rehausse le contraste à l'endroit de cette tumeur. Et donc là, ça va augmenter la sensibilité. C'est le terme de sensibilité. Et puis ensuite, il va falloir en fait être capable de quantifier le rehaussement du contraste. Revoir un rehaussement de contraste sur une tumeur, c'est intéressant, mais si ça ne vous dit rien sur la tumeur, ce n'est pas très informatif. Donc il va falloir être capable de modéliser les mécanismes de prise de contraste et la biodistribution de cet agent de contraste au regard de la pathologie étudiée. Et donc là, généralement, on apporte des modèles mathématiques qui sont liés aux caractéristiques magnétiques qu'on a perturbées. Donc, je vais vous faire voir un petit exemple. Prenons donc l'exemple de la tumeur cérébrale. Modèle de saloperie en fait absolue, c'est le glioblastome, qui est en fait une tumeur fulgurante, qui en général laisse une durée de vie de 6 mois à 1 an aux patients qui en souffrent. Et on a ici été obligé d'utiliser l'imagerie préclinique, comme je vous l'ai expliqué au tout début. Donc on a pris des souris nudes, donc ce sont des souris sans poils, dans lesquelles on a injecté des cellules de glioblastome humain, donc ce sont des cellules U87Mg, et il se trouve que le glioblastome, il est caractérisé par certains biomarqueurs, en particulier les intégrines alpha-nu bêta-3, elles sont surexprimées dans les vaisseaux néo-angiogéniques. Quand on a une tumeur, on a une vascularisation qui se crée autour de la tumeur, et ces intégrines, elles sont surexprimées dans cette vascularisation. Donc ce que l'on fait avec l'industrie pharmacologique, là en l'occurrence c'était avec Guerbet, c'était de développer un agent de contraste qui était une émulsion de gadolinium. Donc le gadolinium, il est intéressant parce que pour nous, il bouge les propriétés magnétiques, mais cette émulsion, elle est fonctionnalisée avec les peptides RGB, qui vont s'attacher aux intégrines alpha-nu bêta-3. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé un agent de contraste basé sur du gadolinium pour rehausser le contraste, mais cet agent de contraste, il ne va aller se fixer que sur les intégrines à côté de la tumeur. D'accord ? Et donc ça donne ceci. Donc ça, c'est un travail qui est mené en fait par un responsable d'équipe de mon labo qui s'appelle Sébastien Mériot. Ça donne ceci. Donc ça, vous avez en fait une tumeur qui a été induite sur la souris. Et ce que l'on a fait, c'est qu'on a, pour vérifier en fait que ça apportait quelque chose, on a construit un agent de contraste fonctionnalisé, c'est-à-dire qu'en fait, qui va avoir les peptides RGB qui vont aller s'attacher aux intégrines alpha-nu bêta-3, et on a construit un agent de contraste non fonctionnalisé, donc qui n'est pas censé aller se fixer spécifiquement sur les intégrines alpha-nu bêta-3. Et ce qu'on observe, eh bien, c'est qu'il y a une prise de contraste à l'endroit de la tumeur. Alors, de l'autre côté du cerveau, on n'a pas de tumeur. Donc, c'est pour vous faire voir qu'il y a cette prise de contraste à l'endroit de la tumeur qu'on n'a pas si l'agent de contraste n'est pas fonctionnalisé. Donc, vous voyez, ça, c'est le futur de l'imagerie en IRM. C'est qu'on va vouloir créer des agents de contraste spécifiques pour chaque pathologie ou pour chaque mécanisme physiopathologique. La difficulté, c'est que souvent, comme on a des chélates de gadolinium, ce ne sont pas des choses en fait très saines. Donc ça va être d'avoir toute la chimie qui va enrober la partie pas très saine chimique
sans toutefois enlever la capacité d'être fonctionnalisé. Donc ça, c'est relativement compliqué. Et enfin, je vais vous parler de 2 derniers transparents sur l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. Quand on a un traitement chirurgical, c'est relativement lourd. Souvent, on ouvre en fait la calotte crânienne, on ouvre la dure mère, on fait une fenêtre dans l'os, et puis après, on rentre dans l'os, et c'est pas forcément... il y a toujours un risque de léser des fonctions lorsqu'on a ce genre de pathologie. Puis souvent, en fait, par exemple, quand on a des tumeurs, on ne contrôle pas bien où sont localisées les tumeurs, et parfois elles sont très mal placées, typiquement à côté du faisceau corticospinal qui va transmettre le mouvement, etc. Et donc, une des grandes innovations qui pourrait arriver dans le futur au niveau de la thérapie, c'est est-ce qu'on n'est pas capable d'apporter un produit chimique qui va aller manger mon tissu tumoral sans avoir à ouvrir. Et une des possibilités, c'est de passer par la voie artérielle. En effet, on peut injecter un produit assez facilement dans la fémorale, et ce produit va monter au cerveau. Et ce qu'on a envie, c'est finalement de faire passer après ce produit dans le tissu cérébral. Or, la difficulté, c'est que les jonctions, elles sont très serrées. Lorsqu'on a des capillaires, on a ce qu'on appelle des cellules endothéliales qui créent une espèce de barrière infranchissable entre l'espace vasculaire, l'espace où circule le sang, et le tissu cérébral. Pourquoi ? Parce que le sang est macrophage. Lorsqu'on a, par exemple, un accident vasculaire cérébral, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on a une rupture d'anévrisme, par exemple. Le sang est passé dans le cerveau et le sang, il mange les neurones. Il détruit les neurones. Et donc, pour ça, notre système est bien ficelé. On a des parois, des micro-vaisseaux qui sont relativement hermétiques à laisser passer toute substance chimique. Et en plus, ça nous protège de toutes les attaques extérieures. Parce que dans le sang, on peut avoir tout un tas de substances pas forcément meilleures, pas forcément bonnes en fait pour le cerveau. Et donc, on réfléchit à des processus qui permettent quand même d'ouvrir cette barrière hémato-encéphalique en écartant les cellules endothéliales. Et une des voies qui est en train de pousser, et je pense que là la France elle est relativement forte, c'est l'utilisation d'ultrasons focalisés pour ouvrir en fait ces vaisseaux. Il y a 2 solutions. C'est soit en fait on fait une... Alors non, pour atteindre le cerveau, il y a 2 solutions. C'est soit on fait une injection intracérébrale, mais faire une piqûre dans le cerveau, c'est pas très sain. Ou soit on provoque un choc ostomotique. Et l'autre solution, c'est d'injecter des microbules d'air dans le sang et ensuite d'éclater ces microbules à l'aide d'ultrasons focalisés. Donc c'est une sonde qu'on met simplement en regard du cerveau qui va être focalisée à un point particulier, et à ce point, les bulles vont éclater, et les bulles, en éclatant, elles augmentent considérablement de volume et elles ouvrent en fait la barrière hémato-encéphalique, laissant ainsi par exemple passer des médicaments qui circuleraient dans le sang. Donc la nouvelle approche, elle va être de développer toute la technique qui va permettre d'aller bien cibler où est-ce qu'on va aller focaliser dans le cerveau, et puis de développer les agents de contraste qui, eux, cette fois, ne seront plus simplement des agents diagnostiques, mais des agents de thérapie, c'est-à-dire qu'ils pourront aller, par exemple, détruire un tissu tumoral. Et ça donne, en fait, alors on développe ça à Neurospin, ça donne ce genre de système-là, alors on le développe encore en préclinique, chez le rongeur. On a un système qui nous permet, vous avez ici un rongeur, pour lequel on a injecté ces microbules, et on a en fait une sonde à ultrasons qui est capable d'aller simplement allumer en un point. Là, ce qu'on a injecté, on a injecté également du gadolinium, et on voit que le gadolinium qui était dans le sang ne va traverser la barrière hémato-encéphalique qu'à l'endroit où on a focalisé les ultrasons. Et on a créé un système motorisé qui, par exemple, nous permet directement d'aller dessiner n'importe quel motif. Quand on veut réséquer une tumeur, il va falloir aller taper sur tous les points de la tumeur. Donc il faut qu'on ait un système motorisé qui nous permette en fait d'aller envoyer cet ultrason focalisé de manière à ouvrir la barrière encéphalique dans tous les points de la tumeur, et de manière à ce que cette barrière hémato-encéphalique ouverte laisse pénétrer l'agent
de contraste qui va aller réséguer la tumeur. Et là, on ne parle plus alors de diagnostic, on parle de théranostic. C'est à la fois, ça sert à faire le diagnostic, mais ça permet également de traiter. Et là, on voit tout le futur en fait, de ce type de technologie pour lesquelles on sera en mesure d'opérer une tumeur sans avoir à ouvrir le cerveau. Donc c'est un gain parce qu'il n'y a pas d'opération chirurgicale. C'est un peu comme le gamma knife pour les petites tumeurs, les tumeurs de petite taille. On arrive le matin, on repart le soir. C'est un gain considérable. Voilà, j'en ai fini. En conclusion, l'IRM à très haut champ, c'est un outil clé en neurosciences parce qu'elle va permettre de descendre à cette échelle mésoscopique qui est nécessaire pour comprendre l'organisation des colonnes corticales. La communauté travaille activement à la construction d'un atlas anatomo-fonctionnel du cerveau humain. Grosso modo, on veut construire la map-monde du cerveau humain. Et puis, pour atteindre l'échelle cellulaire, c'est encore compliqué, mais on a deux voies possibles, la microscopie par IRM de diffusion et l'imagerie moléculaire. Et je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas vous avoir trop fatigué. Donc, Monsieur Poupon, je crois que vous êtes remercié en retour par les applaudissements. Donc, on va peut-être avoir quelques questions. Donc, qui a envie de poser une question? Bon, d'abord le chef. L'ASN pousse beaucoup pour qu'on fasse moins de tomographie et plus d'IRM pour éviter des irradiations. Vous avez dit qu'il n'y a pas de toxicité. Oui. Mais pourtant, vous avez dit quand même que pour l'embryon, par exemple, on évite les femmes enceintes. Il y a quand même certainement, à haut champ, un certain nombre d'effets. Quels sont les effets secondaires potentiels, notamment sur l'embryon? Alors, il y a quelques publications en fait, récentes qui sont sorties, qui ne sont pas très crédibles. L'IRM est dangereuse à 3 points de vue. Le premier point de vue, c'est un effet mécanique, c'est-à-dire qu'un aimant, ça attire. Il y a un effet missile, donc en fait, lors de l'utilisation de l'IRM, il faut prendre beaucoup de précautions parce qu'il ne faut absolument pas rentrer avec une pièce métallique ou avoir un insert métallique sur son corps parce que on va créer des dommages corporels. Donc ça, c'est le premier point, facilement réglable. On a toujours en fait un staff médical qui règle bien les choses. Ensuite, il y a deux sources potentielles en fait, de problèmes. C'est l'exposition au très haut champ statique. Donc le fait d'être mis dans un énorme aimant, et là, il n'y a pas encore de retour sur en fait, des effets supposés de l'exposition au très haut champ statique. Et donc l'interdiction de passer des fœtus, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire que effectivement, on est dans le principe de précaution, on n'a rien qui nous permette de démontrer que c'est dangereux, l'exposition au champ statique élevé. Il y a un troisième effet qui peut être délétère, c'est par contre lui, c'est l'effet de la soumission à un champ électromagnétique variable. Pourquoi? Le principe de l'IRM, c'est exactement le principe du micro-ondes. C'est-à-dire que quand on met en fait un verre d'eau dans votre micro-ondes, ça fait chauffer l'eau. L'IRM, c'est pareil, ça fait agiter les molécules, donc ça chauffe le tissu. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans tous les IRM, il y a nécessairement un système qui va mesurer l'énergie transmise, tant du point de vue de modélisation en fait, des radiofréquences qui sont émises, et après, on mesure l'énergie réfléchie par l'antenne, qui est une mesure indirecte de l'échauffement finalement. Et donc on prend des précautions vis-à-vis de ces ondes radiofréquences pour ne pas chauffer trop le cerveau. Et la NSM, en fait, et c'est même pas la NSM, c'est la FDA, dit qu'il ne faut pas chauffer de plus d'1 degré le tissu lors d'un examen IRM. Et en fait, on prend soin de le faire. Et là, dans le cadre du projet ISEULT, justement, j'ai dans mon laboratoire quelqu'un qui est en train de mettre en place en fait, une calibration qui permet de mesurer l'échauffement dans les tissus. Alors, on ne peut pas le faire pour tous les sujets parce que le temps de mesure, ce serait le temps qu'on ferait pour prendre l'examen. Donc du coup, on ne pourrait plus du tout faire d'acquisition intéressante. Mais on va le faire en fait sur un certain nombre de sujets. On a commencé de le faire sur le primate. Encore ici, on prend le modèle animal. Pourquoi le primate? Parce que le primate, c'est l'animal qui a le cerveau le plus proche de l'homme. Et pourquoi on n'a pas pris des souris? C'est parce que en fait, les phénomènes de dissipation thermique dans les tissus, c'est proportionnel à la taille de l'objet. Et donc, on a besoin d'un cerveau qui soit quand même relativement semblable à celui d'un humain. Donc, on le fait sur le primate et on vérifie qu'avec les
les ondes radiofréquences qu'on design, on ne fait pas chauffer de plus d'1 degré. On se donne un facteur de sécurité qui est généralement 4 à 5. C'est-à-dire que quand on s'autorise en fait un échauffement quand la norme vous autorise d'échauffer d'1 degré, nous on s'autorise pas plus de 0,2. Voilà. Après, je pense avoir à peu près répondu. Après, ce que je vous dirais également, c'est que quand on va passer un examen IRM et qu'on est patient, il faut regarder la balance entre le risque et le bénéfice. Si vous allez passer un examen, c'est pas pour le plaisir, parce qu'on suspecte que vous avez quelque chose. Et donc, effectivement, de la même façon que vous passez une radiographie X quand vous avez un bras cassé, mais quand vous avez un problème au cerveau, c'est quand même mieux de passer une IRM, y compris s'il y a un petit risque d'exposition au champ statique pour lequel, pour le moment, il n'y a rien qui a démontré qu'il y avait un risque. Mais c'est quand même mieux de prendre ce risque que de ne pas être soigné si jamais on avait un glioblastome. Voilà. Alors, il me semble qu'il y avait une question par là. Oui, moi, c'est beaucoup moins scientifique et beaucoup plus marginal. Est-ce que c'est dans vos services qu'on étudie les cerveaux des surdoués et les connexions dont j'ai lu qu'elles étaient en arborescence et que la gaine de myéline jouait une importance sur la rapidité des connexions? Est-ce que c'est chez vous qu'on a étudié ça? Alors sur les cerveaux des surdoués, oui, il y a des protocoles pilotés par Stanislas Dehaene où il s'intéresse effectivement aux surdoués. Enfin, c'est plus Ghislaine Dehaene, donc son épouse, qui est neuropédiatre, qui s'intéresse à ça. Après, l'importance de la gaine de myéline. Oui, la gaine de myéline, alors ça, c'est plus de la biologie. En fait, on n'est pas en mesure de mesurer l'épaisseur de la gaine de myéline pour le moment. Mais la gaine de myéline, effectivement, alors ce qui est important pour la rapidité de l'influx nerveux, c'est pas l'épaisseur de la gaine de myéline. En fait, quand vous avez un axone, il a une gaine de myéline qui est régulièrement interrompue. Je ne sais pas si j'ai pas une image au tout début. Il y en a eu. C'est ça qui m'a fait penser d'ailleurs en Oui, voyant vos dessins. Ce qui est important, c'est... Donc, hop. Non, où est-ce que c'était? Voilà, là. Voilà. En fait, ça, ce que vous voyez en bleu, c'est la gaine de myéline qui entoure l'axone. Et ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle les nœuds de Ranvier. Ce sont des interruptions de la gaine de myéline. Et ce sont eux qui sont responsables du transfert de l'influx nerveux de manière saltatoire. Pour que l'influx nerveux aille rapidement d'un neurone à un autre, il faut qu'il y ait en fait une espèce de phénomène d'oscillation. Et c'est la distance entre les nœuds de Ranvier qui est importante, plus que l'épaisseur de la gaine de myéline. Il faut avoir de la gaine de myéline, mais c'est la séparation entre ces nœuds de Ranvier. Il faut être clair, on n'est pas capable de mesurer in vivo la taille des interruptions des gaines de Ranvier, des nœuds de Ranvier, pardon. Oui, vous avez parlé de plasticité du cerveau, n'est-ce pas? Oui. Et cette plasticité signifie plus ou moins que certaines parties du cerveau peuvent remédier à d'autres parties endommagées. Oui. Et ça ne vient pas contrarier cet aspect de cartographie à laquelle vous tenez beaucoup? Si d'autres parties remplacent d'autres, finalement, est-ce que toutes les fonctions sont similaires ou pas? Alors, sur la partie cartographie, je vais juste revenir en fait sur le délai transparent. Ce qu'il faut bien voir, c'est que les seules cartographies qu'on a actuellement, ce sont des cartographies. Je vais revenir au transparent. Voilà, c'est celui-là. Cette cartographie, en fait, la plupart des cartographies sur lesquelles en fait, les neuroscientifiques se reposent aujourd'hui, elles ont été établies au début du XXe siècle par les grands neuroanatomistes que sont Brodmann et Co. Et on sait pertinemment que ces cartographies ont été menées sur 3 ou 4 pièces anatomiques, et on sait qu'il y a une grande variabilité entre les individus. Il est évident que quelqu'un qui va apprendre la musique dès son plus jeune âge va développer des aires de l'audition. Ces aires de l'audition vont être bien plus grosses que quelqu'un qui ne s'intéresse pas du tout à la musique. Donc, quand on dit qu'on va faire une cartographie, on va faire une cartographie probabiliste. On ne va pas avoir quelque chose avec des frontières franches. On va avoir en chaque point la probabilité d'appartenir à une aire fonctionnelle ou pas. Mais un point pourra appartenir à plusieurs aires fonctionnelles. Et également, quand on regarde en fait les neurones, la frontière entre les neurones, entre une aire et l'autre, elle n'est pas franche. Il y a une espèce de phénomène de recouvrement. Donc tout ça est mené de manière probabiliste. Donc ça ne contredit pas. Et puis la plasticité, en fait, c'est un petit peu différent. La plasticité, c'est le fait qu'on a probablement des neurones qui sont endormis, qui peuvent se réveiller quand des neurones deviennent déficients. C'est pas qu'on crée des neurones. C'est qu'on en réveille qui ne servaient pas. Oui, moi j'ai une question. Donc,
au plus on arrive à voir des tailles faibles, au plus on en saura. Donc, vous avez cité donc, dans les examens précliniques des IRM à très haut flux qui fonctionnent à 17 Tesla. On espère pour les examens cliniques atteindre 11,7. Alors déjà, quelle est l'explication? Pourquoi on y arrive sur les précliniques à 17 et pourquoi moins sur les autres? Est-ce que c'est uniquement un aspect taille ou est-ce que c'est aussi parce qu'en préclinique, on se permet certaines choses qu'on ne peut pas se permettre en clinique? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il y a une limitation? Parce que vous n'avez pas cité pour arriver au micrométrique l'IRM à très haut flux. Est-ce qu'il y a une limitation? Est-ce que, par exemple, à 17 Tesla, on pourrait atteindre quel niveau de résolution? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Premièrement, pourquoi est-ce qu'on ne vise pas des imageurs 17 Tesla plutôt que 11 Tesla? La difficulté de réalisation d'un imageur, c'est l'homogénéité du champ. Ce qu'il faut voir, en fait, dans un IRM, c'est pas un aimant de qu'on met sur un frigo qu'on met. On veut un IRM de 11,7 Tesla, plus ou moins quelques dizaines de Hertz, et sur un champ de vue énorme. Or, un champ magnétique, ça se décompose en harmoniques sphériques. Et donc, l'homogénéité du champ, elle dépend du nombre d'harmoniques et donc du nombre de bobinages. C'est-à-dire que pour avoir en fait un champ très, très uniforme, et c'est la difficulté qu'avaient rencontré d'ailleurs les gens qui ont fait les aimants, qui travaillent pour le CERN. C'est pour le CERN, l'homogénéité du champ, c'est sur une région très faible. Quand on veut avoir en fait une homogénéité de champ sur la taille en fait d'un corps humain ou d'un cerveau, c'est nettement plus compliqué. Il faut des imageurs beaucoup plus grands. Et pourquoi en fait on est monté à 17 Tesla pour le préclinique? C'est parce que c'est un imageur qui est dédié aux rongeurs, donc sur un champ de vue de 2-3 cm. Voilà. Ensuite, alors vous aviez comme autre question... S'il y a une limitation, quelque chose qui calcule pour les plus grosses tailles, une limitation en... La limitation, en fait, elle est technologique. Là, par exemple, la plupart des IRM, enfin, c'est la quasi-totalité des IRM que vous trouvez avec les designs classiques sont faits avec du nobiométhane. Et le nobiométhane, en fait, c'est ce qui est important en fait dans un conducteur, c'est la densité de courant qui peut passer dans ce conducteur. Vous savez qu'il y a une espèce d'effet de pot. Et cette densité de courant, on avait atteint les limites avec le nobiométhane, c'est-à-dire qu'on ne pouvait il aurait fallu faire en fait un bobinage. Enfin, vous voyez, notre imageur, il fait 4 mètres de diamètre, 6 mètres de long. Et on est passé à du niobium titane pour pouvoir augmenter en fait cette densité de passage de courant. Et puis après, plus on met de conducteurs, plus il faut refroidir. On a 10 000 litres d'hélium. Si on était à 17 Tesla, il faudrait je ne sais pas combien de litres d'hélium. Et en fait, on met les gens dans une bombe. Ce qu'il faut voir, c'est que de l'hélium liquide, ça peut passer, c'est en mode supraconducteur, donc... Et on descend en fait la température c'est à 2,1 Kelvin. On n'est pas à 4,7 Kelvin, et le fait de passer de 4,7 Kelvin à 2,1 Kelvin, c'est vraiment... Il faut mettre toute la batterie de contrôle opérationnel autour. On duplique tous les systèmes pour qu'en cas d'un système déficient, il y en a un autre qui prenne le relais. Et voilà, on évacue en fait des mégawatts d'énergie. Si jamais il y a un problème, alors ce qu'on ne souhaite pas du tout, mais quand un imageur, en fait, son mode supraconducteur s'interrompt pour une raison X ou Y, on évacue des mégawatts d'énergie. Et plus on monte en champ, plus on en évacue. Et donc il faut voilà. Et alors le 11,7 Tesla, parce que c'est la fréquence, c'est 500 MHz. Voilà, c'est ça la fréquence de rotation des protons. Juste pour avoir un ordre de grandeur imagé, le champ magnétique terrestre, c'est combien? C'est de l'ordre de 10-5 Tesla. C'est 100 000 fois, enfin ça va être 1 million de fois plus petit que... Voilà. Il me semble que vous avez levé la main. Bonsoir. Bonsoir. Question qui va peut-être choquer certaines sensibilités. Est-ce que vous étudiez encore actuellement, ou est-ce que c'est un projet, l'action de l'aluminium, du dépôt d'aluminium sur le cerveau? Nous, on n'étudie pas ça. Je pense que c'est plus l'épidémiologie. Enfin, non, honnêtement, on n'étudie pas ça. D'accord. Vous pensez par rapport à ce qui est mis dans les produits cosmétiques? Non, pas du tout. Je pense au problème des vaccins et du dépôt de l'aluminium au niveau oui. du cerveau. Pas du tout. J'espérais que... Non, nous, on est vraiment centré sur maladies génératives et puis psychiatriques. D'accord, je vous remercie. Et puis surtout le sujet sain aussi. En fait, on sait très bien faire du sujet sain. Merci bien. Est-ce qu'il y a une autre question à part
Vous parliez pour l'hépatite B, c'est ça, pour les vaccins et la sclérose en plaques? J'ai entendu parler... Oui, j'ai entendu parler d'IRM fonctionnel. Ça veut dire quoi? L'IRM fonctionnel, c'est en fait, on met le sujet dans l'IRM et on lui fait faire des expériences dans l'IRM. Et donc on mesure, on a une 4e dimension qui est le temps, et on mesure en fait l'activité du cerveau pendant que le sujet est en train de faire une opération. Par exemple, quand Stanislas Dehaene étudie l'apprentissage de la lecture, on fait lire les enfants de 6 ans dans l'IRM et on voit où est-ce que ça s'allume dans le cerveau. Et on regarde comment ça progresse. C'est-à-dire les élèves passent 4 fois dans l'année, donc avant d'avoir appris, fin du 1er trimestre, fin du 2e trimestre, 3e trimestre et fin de l'année. Et on voit l'évolution des réseaux fonctionnels pour chaque individu. Et quand on passe en fait une centaine d'individus, on peut pouler tout ça et construire en fait des modèles derrière, cognitifs. L'IRM fonctionnel, c'est aussi intéressant. Ça aussi en fait, ce qui est en train d'advenir. Alors il y a 2 champs de l'IRM fonctionnel. Il y en a un qui peut être décrié et l'autre moins. Le premier champ, c'est le neuromarketing. C'est-à-dire que maintenant, dans pas mal d'études qui en fait, construisent les publicités, les publicistes en fait, font passer des expériences fonctionnelles pour regarder en fait, quel est le message qui active le plus votre cerveau. Alors les aires en fait, de... Voilà, donc c'est une activité qui est plutôt en fait en vogue en Angleterre. Et nous, ce sur quoi on travaille, en fait, c'est l'imagerie fonctionnelle comme thérapie. C'est-à-dire que vous prenez des gens qui ont des acouphènes, vous pouvez leur apprendre. Alors, ce que vous faites, c'est que vous les mettez dans l'imageur. Ces gens qui ont des acouphènes, en fait, vous êtes capable de détecter leur niveau d'activation lorsque vous leur émettez un signal. Et puis, vous leur demandez de contrôler leur niveau d'activation. Et en fait, de manière assez magique, ils arrivent à contrôler leur niveau d'activation et à ne plus entendre. Et donc, quand on a des gens qui souffrent d'acouphènes, c'est une potentielle en fait, thérapie qui peut être utile. C'est-à-dire qu'on va les... Plutôt, l'acouphène ne se soigne pas, mais on va pouvoir leur apprendre à contrôler leur état mental de perception de l'acouphène. Et on voit réellement en fait, l'activité qui rediminue. Et ce qu'on fait, c'est qu'on leur représente... L'expérience est assez amusante, c'est quoi? On leur représente un grillon dont la taille est proportionnelle à l'amplitude de l'activité de l'oreille auditive. Et on dit maintenant, je veux que tu me fasses diminuer la taille. Et ils y arrivent. Voilà. Et donc il y a plein de pathologies, et c'est pareil. La schizophrénie, en fait, les schizophrènes souffrent de pas mal d'hallucinations, et c'est pareil. On sent bien qu'on a un espèce de bras de levier pour commencer à faire maîtriser, à apprendre les schizophrènes à maîtriser leurs hallucinations. Tout ce qui est imagerie mentale ou contrôle de l'activité, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire. La seule difficulté technique, c'est qu'il faut être capable de traiter l'information en temps réel. C'est-à-dire que la plupart des expériences en imagerie fonctionnelle, si on acquiert le signal, on a un protocole figé, puis après, c'est le mathématicien qui, dans son bureau, va traiter toutes les données. Là, ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose qui traite en temps réel au fur et à mesure des acquisitions. Donc, on est obligé de mettre en place des régresseurs incrémentaux. Et puis derrière, renvoyer le résultat à l'écran sous une forme ou une autre, par exemple ce grillon dont la taille bouge. Donc c'est en fait juste un petit challenge du point de vue informatique. Mais par contre, ça ouvre des applications qui sont, à mon avis, plus intéressantes que le neuromarketing. Oui, vous parlez des grandes maladies. Où est-ce que vous en êtes de l'épilepsie? Est-ce que vous avez trouvé des choses? Est-ce que vous avez faire des progrès à la lutte contre l'épilepsie? Alors, je ne suis pas spécialiste de l'épilepsie, j'en parlerai très mal. Il se trouve que c'est Lucie Hertzpanier, donc travaille beaucoup sur l'épilepsie chez l'enfant avec professeur Catherine Chiron à Paris. Il travaille sur l'épilepsie pharmacorésistante. Je pense qu'on n'en est quand même pas beaucoup plus loin qu'essayer de comprendre en fait les processus physiopathologiques, mais je ne suis pas persuadé que les traitements médicamenteux aient beaucoup évolué. Mais apprendre avec des pincettes, hein, je ne suis pas du tout un expert du domaine. Encore une question? Ah, elle est loin. Merci. Vous avez parlé tout à l'heure de la maladie de Parkinson. Oui. L'implantation d'électrodes au niveau du cerveau, est-ce que cette méthode est toujours utilisée?
Ah, tout à fait, oui. Oui, donc vous avez un certain nombre en fait de grands sites. Vous avez l'initiateur en France, c'était le professeur Benhabit qui est à Grenoble. Sinon, vous avez sur Paris à la Salpêtrière ou au SCHU Henri Mondor des personnes comme le professeur Stéphane Palfi qui pratiquent ça. Non, c'est couramment utilisé. Et l'implantation d'électrodes Profaute, c'est également, ça commence à être utilisé également en psychiatrie, c'est-à-dire que pour les gens qui ont des troubles obsessionnels compulsifs. Donc le trouble obsessionnel compulsif, c'est on va par exemple, je sais pas, on va pas arriver à marcher, ou alors par exemple on va vérifier 15 fois que sa porte est bien fermée, on commence à pouvoir traiter le trouble obsessionnel compulsif à l'aide de l'implantation d'électrodes. Donc non, ce genre de pratique en fait, au contraire en fait, évolue vers d'autres pathologies. Et en Parkinson, alors par contre, ce qu'il y a, c'est que pour la maladie de Parkinson, tout le monde n'est pas implantable. Ça dépend de la forme de parkinsonisme. Quand vous étudiez les réseaux fonctionnels, est-ce que ça vous permet de comprendre les phénomènes de synesthésie? Là, vous arrivez, honnêtement, je suis pas spécialiste des phénomènes de synesthésie, donc non, je peux pas vous répondre. C'est lorsqu'il y a des personnes qui ont un mélange de sens, par exemple des gens qui vont voir des lettres en couleur ou des chiffres en couleur. Et chaque lettre aura une couleur précise. Il y a des mathématiciens qui peuvent dire à la couleur d'une équation si elle est juste ou pas. Oui. Non, mais le plus proche qu'on fait, c'est étudier l'autisme Asperger, mais on en est. Enfin, je ne crois pas qu'on ait eu d'études à Neurospin là-dessus, mais il y a plein de laboratoires de neurosciences cognitives en France. Je veux dire, faut pas. Je vous ai parlé de ce que nous on fait. Il est probable qu'en France, en fait, il y a des gens qui étudient les effets de synesthésie, mais pas chez nous. Enfin, pas à ma connaissance. Alors, une dernière question. Oui, là, au milieu. Allez-vous travailler sur la zone de la phobie administrative? Pour que tout le monde ait entendu. Le problème, c'est que c'est l'œuf qui se mord la... Enfin, le problème, c'est que pour s'intéresser à ça, il faut avoir fait tellement de papiers pour avoir les autorisations du comité d'éthique qu'on n'a pas commencé. Très bien, bon. Eh bien, on va remercier... Ah, une dernière, mais la dernière. Hein. Oui, la dernière. Bon, vous êtes parti du sujet sain, vous étudiez le sujet malade, et à l'inverse, est-ce que vous avez l'intention d'étudier comment on peut améliorer le fonctionnement du cerveau, le faire accélérer, le faire aller plus vite, le faire travailler plus fort. On n'est pas dans l'angélisme. Voilà. Non, effectivement, quand on voit, il y a pas mal de journalistes qui viennent à Neurospin et souvent, en fait, est-ce qu'on peut faire un détecteur de mensonges? Enfin, on a une espèce de sujet. Voilà. C'est-à-dire que vous venez avec votre sujet et eux, ils vous guident la discussion vers ceux qu'ils veulent entendre. Oui, enfin la réponse est oui. Dans l'éducation, par exemple, en fait, toute l'activité de Stanislas Dehaene sur la neuroéducation, c'est comprendre comment l'apprentissage se passe, que ce soit de la lecture, du calcul, etc. La visée derrière, c'est d'améliorer les pratiques pédagogiques. Mais on n'est pas en train de faire des super génies avec de l'IRM fonctionnel. On peut entraîner les gens. Ce qui est clair, c'est que dans la plupart en fait, des protocoles cognitifs, il y a un phénomène d'apprentissage. Par exemple, dans les protocoles relativement... Alors, c'est pas une image qui s'intéresse à l'intellect, mais on peut très bien faire un protocole cognitif pour regarder les aires de la motricité chez des gens auxquels on apprend à jongler. Et effectivement, ils s'améliorent. Après, on peut effectivement s'améliorer, mais il faut le voir d'un bon sens. C'est-à-dire qu'il ne faut pas derrière en fait, créer des espèces de bêtes surdouées. Ça n'a aucun intérêt pour la société. Ce qui est intéressant, c'est la diversité. Ce pas des gens uniques. Bon, eh bien, on va clôturer cette conférence-là. On va vous remercier, Monsieur Poupon. Merci bien. Moi, je remercie les gens qui se sont déplacés pour écouter cette conférence. Je vous signale que la prochaine conférence sera le 9 octobre et le sujet, c'est ADN superflic ou superstar. Donc, par Madame Bourgoin, qui est une spécialiste de l'ADN, une biologiste, et qui est à l'INSERM. Donc, ça va au-delà de la police scientifique. Hein, c'est l'ADN.